Maintenant, on va se lancer un petit moment avec un vrai défi que l'on a demandé à notre intervenant suivant, résumer en quelques minutes le travail qu'il a effectué pendant plusieurs années au sein de nos industries électriques et gazières, au sein de la CCAS. Je vous demande d'accueillir Michel Vakaloulis. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour fêter l'anniversaire d'une jeune dame de 50 ans. 50 ans, c'est un âge respectable, mais je pense que la CCAS a encore beaucoup de jeunesse et beaucoup de sève, beaucoup de fraîcheur à offrir à tous ses bénéficiaires. Or, si on prête l'oreille à certaines rumeurs, on entend que la CCAS ne serait pas peut-être au goût du jour, elle serait marquée peut-être d'un manque d'ouverture. Alors, je suis là pour défendre l'idée de la modernité des activités sociales et de leur potentiel de développement. Alors, il ne s'agit pas d'une simple conviction personnelle. En réalité, je suis venu ici avec mon identité professionnelle. Je suis chercheur universitaire, spécialiste de la transformation du salariat et de l'action collective. J'ai mené dans ce cadre toute une série d'enquêtes dans le champ des industries électriques et gazières. Et justement, je vais essayer de vous livrer quelques réflexions à partir de cette expérience professionnelle. D'abord, dans quel contexte s'inscrivent aujourd'hui les activités sociales? Alors, si on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde éclaté. Un monde, finalement, qui manque de sens, qui manque de perspective collective. Un monde où l'empire de l'éphémère l'emporte sur la durée, sur le projet, sur la projection. Un monde finalement dans lequel les individus ont le sentiment d'une certaine impuissance. En tout cas, ils ont du mal à maîtriser leur destin social. Mais les individus ne sont pas désarmés face à ce monde. Par exemple, dans le champ de l'entreprise, on assiste à une opération de séduction, à une véritable offensive des directions managériales, justement parce qu'il s'agit de mobiliser le salariat. Et on sait aujourd'hui que le ressort de la productivité, c'est la subjectivité humaine. Donc il s'agit de booster cette subjectivité à travers toute une série de technologies de mobilisation. Alors, face à cette situation, les salariés, beaucoup de salariés, pas la totalité, mais beaucoup de salariés, se sentent dévalorisés, instrumentalisés, réduits à être des simples supports de la profitabilité, c'est-à-dire des rouages dans une machinerie dont l'objectif est de produire du profit. En même temps, les individus, comme je viens de le dire, ne sont pas désarmés, ils résistent. Ils essayent, en quelque sorte, de mettre en cause ce processus de la déshumanisation du travail. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'entreprise? Ils cherchent du sens, de la reconnaissance et évidemment de l'autonomie, au sens véritable du terme. Se donner ses propres lois. Autonomie relative, bien entendu, parce qu'on est dans un contexte collectif. Et effectivement, et c'est ici que la rencontre avec les activités sociales peut être une rencontre heureuse, parce que les activités sociales représentent un des rares endroits encore, dans le monde de l'entreprise et en dehors, un des rares endroits où on peut construire des repères collectifs, des relations sociales vraiment humaines. C'est en quelque sorte un endroit dans lequel le travailleur n'est pas une simple machine qui produit du profit, de la plus-value, mais c'est un véritable être humain qui a
des besoins, qui a de l'imagination et qui doit en quelque sorte s'autoréaliser pleinement dans toutes les dimensions de son humanité. Et ça, c'est tout à fait primordial. C'est ça l'objectif des activités sociales. On pourrait, à ce propos, parler d'une utopie. Je vous rappelle que utopie ou topos signifie le non-lieu. Or là, il ne s'agit pas d'un non-lieu, de quelque chose qui n'a pas encore existé, parce qu'il s'agit d'une utopie concrète, d'une utopie, on pourrait dire, incarnée, réalisée, ici et maintenant. Et en même temps, cette utopie fonctionne comme un idéal régulateur qui mobilise, parce que ça trace, ça dessine un horizon, et en regardant cet horizon-là, on arrive à transformer le monde ici et maintenant. Et ça, c'est véritablement primordial. Le par et le pour des activités sociales, c'est exactement cette philosophie. C'est exactement l'idée, l'expression obstinée d'autonomie. C'est la volonté de s'approprier le sens de la création, c'est-à-dire la véritable essence de l'être humain. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que ces activités sociales sont confrontées à plusieurs défis. Je veux me contenter à évoquer 3. On assiste d'abord à une sorte d'élargissement et de diversification de la demande adressée aux activités sociales. Pour le dire schématiquement, on peut considérer qu'autrefois les activités sociales concernaient le salariat populaire, les bas salaires, les familles, etc. L'objectif était d'égaliser par le haut les chances des uns et des autres. Bien entendu, cet objectif est toujours valable, mais on a toute une série de mutations, de transformations sociales, notamment la massification des professions intermédiaires, qui disposent du temps, grâce à la réduction du temps de travail, qui disposent du pouvoir d'achat, mais un pouvoir d'achat attaqué tous azimuts, notamment dans un contexte de crise, parce qu'on sait très bien que les couches intermédiaires subissent un déclassement social dans le cadre de la crise. Et du coup, y compris ces couches-là, frappent à la porte des activités sociales et apportent, bien entendu, dans les activités sociales, leur mode de consommation, leurs réflexes, leurs propres demandes particulières, et en tout cas leur envie participative. D'ailleurs, on peut souligner à ce propos le paradoxe qui existe de souligner la crise ou le déclin des activités sociales au moment où on vit le renforcement objectif du caractère universel de ces activités, c'est-à-dire le fait que de plus en plus de salariés s'adressent, potentiellement en tout cas, en tant que demandeurs, et ils demandent tout simplement d'en bénéficier. Le deuxième défi, il est beaucoup plus redoutable, cela concerne la marchandisation envahissante des activités sociales. On observe partout le grignotage de ces activités par la logique marchande qui a toute une série de conséquences que je vais évoquer par la suite. Permettez-moi de vous donner juste un chiffre. Alors, les 30 000 comités d'entreprise en France totalisent une dotation de 11 milliards d'euros. Et parmi ces 11 milliards, 65% vont vers les activités sociales. Or, 95% de ces activités vont vers le secteur marchand. Et que reste-t-il, finalement, pour l'économie sociale et solidaire que des miettes? Alors, cette évolution que j'ai qualifiée d'envahissante produit toute une série d'effets. Par exemple, pousse à une certaine individualisation des demandes, voire même des droits. Pousse à un consumérisme à la carte. Finalement, peut induire le morcellement du collectif, voire l'éclatement du collectif.
D'où la nécessité pour les comités d'entreprise, et a fortiori pour la CCAS, de faire une véritable bataille sur les contenus des activités sociales. C'est-à-dire de construire une politique de l'offre qui correspond à des valeurs qu'il s'agit de défendre. Sinon, on risque tout simplement de confondre le comité d'entreprise et l'agence de voyage. Ou d'avoir l'autre paradoxe qu'un enquêté à Marseille m'avait évoqué, comme quoi l'employeur distribue le chèque déjeuner et le comité d'entreprise le chèque vacances. Et dans ce cas-là, quelqu'un va vous dire pourquoi l'employeur qui dispose le savoir-faire de redistribution ne prendrait pas, à terme, en charge la totalité d'une logique de pure redistribution si le comité d'entreprise n'est pas capable de définir une politique des activités sociales conformes à l'idée que j'ai développée tout à l'heure du travailleur dans sa dimension globale d'être humain. Le troisième défi, mais ce défi-là est de taille, concerne l'avenir. L'avenir se joue en grande partie, dans le renouvellement générationnel du salariat. Là, un dernier chiffre, au cours des 4 dernières années, on a eu 25 000 nouveaux embauchés dans le cadre des industries électriques et gazières. 25 000. Et ce mouvement-là, au vu de la pyramide des âges, va se poursuivre jusqu'à l'horizon de 2020. Cela pose un double problème. Que faire du potentiel de créativité, de solidarité, mais aussi de révolte de la jeune génération? Et puis l'aspect complémentaire. Comment faire pour consolider les liens intergénérationnels? Ce qui nous pose la question de la transmission que François Dutheil a évoquée. Quoi transmettre? On ne peut pas transmettre de l'expérience, c'est impossible. L'expérience, on la vit, mais on ne peut pas la transmettre. Quoi transmettre? Comment? Par qui? C'est des questions redoutables. Pourtant, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fossé de génération. Il n'y a pas de choc générationnel. Entre les différentes classes d'âge, il n'y a pas de muraille de Chine qui les sépare, mais plutôt des relations de complémentarité, voire d'entraide. En revanche, les jeunes salariés, les jeunes embauchés, ne sont pas pour reproduire à l'identique les formes d'engagement au travail ou dans les activités sociales, les formes d'engagement des anciens. Évidemment, ils s'intéressent à l'organisme, mais à condition que l'organisme puisse se montrer intéressant à leur égard. Ils s'engagent, mais sans signer un chèque en blanc. Leur loyauté ne rime pas avec une remise de soi. Et lorsqu'ils travaillent et ils s'investissent dans le travail, ils ne voient pas le travail avec, en quelque sorte, un regard sacrificiel. Ils ne veulent pas sacrifier leur vie dans le travail, mais tiennent à des arbitrages entre vie professionnelle, vie personnelle, privée, familiale, tout ce que vous voulez. Concernant l'avenir, concernant le passé, ils ne sont pas omnibulés par le passé. Ils n'ont aucune nostalgie par le passé, pour la simple raison qu'ils n'ont pas connu le passé des anciens. Et en même temps, ils n'ont pas une angoisse excessive, une inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Comme me l'a dit quelqu'un que j'ai interviewé récemment, un jeune embauché de la CCAS, « Ma génération, nous ne sommes pas des déclinologues. On n'a pas ce sentiment-là qu'avant, c'était mieux. » En revanche, les jeunes sont culturellement familiarisés avec l'idée du changement. Ils sont dans la posture de changer certaines choses, certaines règles, peut-être certains principes de fonctionnement.
C'est un peu comme le processus de connaissance. On sait très bien que c'est seulement la production de nouvelles connaissances qui permet de maintenir les anciennes en vie. On peut dire la même chose pour la CCAS, c'est la production de nouvelles normes que l'organisme contribue à produire pour mieux structurer l'hétérogénéité du salariat des IEG, pour en faire le peuple de l'énergie. C'est à cette condition-là que l'organisme pourrait pérenniser, non pas ses formes actuelles, mais ses valeurs, son message. Donc, les jeunes qui sont très préoccupés par le sens dans le travail, par le plaisir partagé dans le travail, peuvent nous apporter un espoir, peuvent nous apporter, avec leur professionnalisme, avec leur amour du travail bien fait, peuvent nous apporter une note d'optimisme pour mener toute cette bataille autour des contenus des activités sociales. Parce que ce message d'optimisme est tout à fait important pour que les activités sociales puissent poursuivre. Et c'est exactement dans cet enrichissement mutuel entre les jeunes et les anciens que l'avenir de la CCAS s'écrira. Parce que les valeurs de la CCAS, la solidarité, la dignité, l'émancipation, sont des valeurs jeunes. Je dirais même des valeurs adolescentes. Il faut leur donner la possibilité de grandir encore plus. Sont des valeurs jeunes. Et en ce sens-là, la CCAS n'est pas seulement une jeune organisation, mais c'est aussi une organisation pour les jeunes. Elle est là pour répondre à toutes les attentes. Car s'il y a quelque chose qu'on peut retenir de tout cet itinéraire, c'est que la jeune génération n'est pas réfractaire à l'engagement. Elle n'a pas abdiqué au collectif. Parfois même, elle est trop collective, elle est grégaire. On le voit dans certaines mobilisations. À mon sens, elle a simulé dans son fort intérieur, dans ses représentations collectives, ce que le poète grec Yannis Ritsos écrivait avec tant de simplicité et tant de justesse. Il disait « Parce que nous ne chantons pas pour nous distinguer du monde. Nous chantons pour unir le monde. » Je vous remercie.